Bonjour Guillaume Jouffre, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On a un petit peu galéré à réaliser cet épisode une première fois. On a eu un gros souci de matériel qui nous a empêché de tourner ça. Je m'étais déplacé dans tes locaux vers Opéra, il me semble. Mais avant tout, Guillaume, je vais peut-être te demander de te présenter à mes auditeurs. Bonjour Pierre, merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde qui nous écoute. Moi je m'appelle Guillaume, j'ai 33 ans, je suis corrézien d'origine, je suis papa de 2 enfants qui ont 5 mois et 4 ans à l'heure où on enregistre. Moi j'ai un parcours d'ingénieur, ensuite j'ai fait 5 ans dans le conseil en stratégie et ensuite j'ai eu une prise de conscience climatique qui m'a amené à créer Gringo, dont je suis un des cofondateurs et dont l'ambition est de devenir le leader du voyage local bas carbone en Europe. Très clair, merci beaucoup Guillaume. Si on revient un petit peu avant tout ce passage-là en conseil, avant de fonder ta startup, comment tu en es arrivé là? On parlait de Brive un petit peu avant. Est-ce que tu viens de là-bas ou pas? Et comment était un peu le Guillaume, je dirais, enfant? Alors oui, moi je suis un corrézien pur jus, hein. Je suis né à Brive-la-Gaillarde, j'ai vécu plus de 20 ans à Brive. Donc clairement, on peut dire que je suis un briviste pur jus. Perdu à Paris maintenant? Pour le moment, on va dire. Mais ouais, donc bon, c'est un territoire, la Corrèze, bon, qui a plein de spécificités, mais qui est voilà, qui a une certaine authenticité, un certain côté nature, un certain côté terroir aussi, voilà. Et ça, je dirais que ça se retrouve peut-être par la suite à différentes étapes de ma vie, et c'est quelque chose dont je suis très fier et que je garde bien en tête aussi, quoi. Quand tu étais enfant, tu avais peut-être des passions, le sport, pas du Ouais. tout. Ouais, sport, tu faisais quoi? Sport à fond, bah écoute, j'ai commencé au foot comme beaucoup de monde, mais bon, étant de Brive, t'es obligé d'aller au rugby à un Au rugby, moment, c'était et sûr. voilà. Et donc après, j'ai joué beaucoup d'années au rugby, et puis ensuite, voilà, pas mal de blessures, donc j'ai arrêté un peu tout ça pour me focaliser sur d'autres choses. OK. Tu as commencé tes études donc à Brive, tu es resté et tu as grandi à Brive. Comment se passe un petit peu la suite de ton parcours? Tu as dit que tu étais en école d'ingénieur. Si tu peux revenir un peu sur ce passage, quel était un peu le déclic où tu as su à ce moment-là que c'était ta voie, tu aimais les maths, mais peut-être les sciences? C'était quoi ton rapport un petit peu à l'école à l'origine? Alors moi, j'ai toujours été très maths, toujours été très maths. Donc moi, le début, si tu veux, c'est bon. J'ai toujours, j'étais un peu feignant dans ma jeunesse, tu vois? Je faisais le minimum de ce qu'il y avait à faire à l'école parce que j'étais plutôt intéressé par d'autres trucs. Je suis arrivé en prépa, donc je voulais faire des maths. Je suis quand même allé en prépa et là, le niveau s'est vraiment élevé. Donc j'ai fait une prépa à Limoges, hein, pas une grande prépa, on va dire, hein, mais Yes, une terre de basket quand même. c'est toujours plus rugby que basket, hein. Pas trop basket justement. Et donc moi j'arrive voilà, en prépa, maths, et là je me dis: «Ouais, OK, il y a un gros, Un gros il y a un gros gap de niveau», et donc là il faut se mettre au boulot maintenant pour de vrai. Et C'était voilà, dur. et j'ai à fond en prépa, et moi à la base, je voulais faire des maths toujours à ce moment-là, et de fil en aiguille, je travaille pas mal, et finalement j'arrive à une situation où j'ai l'ENS, j'ai Polytechnique, j'ai différentes Donc tu avais écoles. plutôt bien réussi pour quelqu'un qui se décrivait quand même Voilà, relativement. mais j'avais mis l'effort aussi nécessaire, OK. hein, bien sûr. À ce Il y moment-là. a il y a beaucoup de travail derrière, mais effectivement, bon, j'avais réussi quand même à avoir un certain niveau pour atteindre ça, et après, je fais plutôt le choix de Polytechnique parce que, je peux faire, en fait, ça a été un vrai raisonnement. Moi, je voulais faire l'ENS à la base, je voulais faire prof de maths et tout ça à cette époque, OK. hein, je voulais limite faire chercheur, et cetera. Polytechnique, en fait, beaucoup de gens me disent: «Non, mais tu peux pas refuser, et Refuser. si tu veux faire des maths, tu feras très bien des maths à Polytechnique», ce à quoi, avec recul, je pense que c'était le bon choix et les bons conseils. Et ensuite, Polytechnique, ben là, plutôt, on décompresse quand même un peu, OK. hein. On travaille, bien sûr, mais je dirais que la prépa était quand même très intense, surtout quand tu viens d'une petite prépa. Il y a vraiment un gros travail à fournir pour rattraper quand même le niveau des grosses prépas, ce type d'école. Et là, là, je m'ouvre à d'autres choses, en fait. Et les maths, je dirais que bon, j'ai toujours eu le côté matheux et je l'aurai toujours, mais je m'ouvre à d'autres sujets et il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais moi, c'est le côté entrepreneuriat qui me motive pas Qui mal. te motivait. Et le parcours à Polytechnique est très généraliste, donc ce qui offre vraiment plein de pistes et d'axes d'exploration, je dirais, dans ton parcours. Et l'entrepreneuriat en a fait partie plutôt vers la fin du parcours à Polytechnique. Et assez vite, moi, là, je me dis: «Bon, en fait, j'ai ce côté envie d'entreprendre».
Et donc là, je fais un espèce de double diplôme avec la LSI à Londres, avec 1 an et demi d'alternance, avec voilà, tout un parcours en business school, du coup, en plus de l'aspect école d'ingé. Et donc là, je commence à me mettre dans ce truc de ingénieur et business en même temps, maths et business et tout ça. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est là où je sens que j'ai vraiment de l'excitation, des capacités, etc. À l'issue de ça, donc je fais plus d'un an à Londres, du coup, à ce moment-là. T'étais en alternance à ce moment-là? Enfin non, tu étais à Ouais, l'école, en alternance et alternance dans un tu t'es cabinet de conseil OK. spécialisé en innovation, qui s'appelle Eridanis, bon, qui a beaucoup évolué depuis. Là, on est en 2015 à ce moment-là, donc ça fait 10 ans maintenant. Donc ça a pas mal évolué Ouais. depuis, mais ouais, donc là, je commence à être un peu sur ce truc-là et à l'issue de ça, je me dis: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte une boîte? Est-ce que je fais autre chose?» Et en fait, là, j'étais pas mûr pour, monter une boîte parce que je sentais qu'il me manquait beaucoup encore de choses, de capacités, de maturité, de connaissances sur un certain nombre de choses. Et donc je me dis, le conseil finalement pour moi, c'est un peu la prépa mais version entreprise, version, voilà. Et je savais pas vraiment ce que je voulais faire, quelle industrie, quelle verticale, quelle horizontale et cetera. Tu J'avais en avais vraiment, aucune idée? non. Et toujours dans cette lo je suis la logique finalement qui est de se garder des portes ouvertes. OK. Et le choix que j'avais fait il y a quelques années sur Polytechnique de je me garde des portes ouvertes plutôt que d'aller dans un entonnoir fermé, bah là je le réplique, et encore à une plus grande échelle, je dirais. Et donc je me dis: «Tiens, je vois la valeur que ça peut avoir». Donc tu rejoins un cabinet de conseil en sortie Voilà, d'études. tout à fait. Tu vas chez qui? Donc chez Oliver Wyman, OK. qui est le numéro 3 mondial du secteur. Je sais plus si c'est le cas aujourd'hui, en tout cas à l'époque. Et C'est quoi tes premières impressions quand tu arrives là-bas? Tu découvres un peu un monde que tu ah bah, connaissais ou c'est sûr que absolument c'est pas? un peu un saut dans un truc qui est complètement différent. Tu arrives dans le monde pro. Bon, moi j'ai eu une phase d'alternance, donc je connaissais assez bien. Contrairement à certaines personnes dans le parcours ingé où on a vraiment très peu de contact avec l'entreprise. Là quand même, bon, j'étais déjà un peu acclimaté, mais quand même, on t'arrive dans le grand bain du conseil en stratégie, et cetera. Donc c'est un univers qui est très, exigeant, voilà, qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'heures, très haute stimulation intellectuelle, beaucoup d'inconfort permanent dans le sens où tu es toujours, sur des missions courtes, intenses, à fort enjeu, où tu arrives, tu connais rien au début, et cetera. Donc exigeant, mais ça me plaît. Et très vite, je dirais que on met à profit un peu mon côté, maths, ingé, business, et sur des problématiques, quantitatives. Beaucoup de sujets finalement où je me retrouve, tiens, notamment dans une industrie comme la grande distribution où ouais, des problématiques assez quanti, voilà. J'ai des milliers de magasins, des dizaines de milliers de produits, je mets quoi dans mon magasin? Comment j'optimise mon assortiment pour maximiser mes ventes? Les promos par exemple, c'est quoi mes promos pour optimiser ma marge? Et ça te plaisait Les vraiment ça? surfaces dans mon magasin, enfin voilà, en fait, il y a Ça te plein plaisait? ça me OK. plaît à fond. Pourquoi? Parce que il y a ce côté, très terre à terre du quotidien. À la fin, on se parle: «Tiens, ma promo, est-ce que je mets quoi en promo? Est-ce que je mets des Activia, frais? Est-ce que je mets combien de semaines? Quelle mécanique de remise?» et cetera. Ou alors: «Attends, la promo sur le Coca, ah bah tiens, ça fait chuter les ventes de OK. Pepsi et en fait, les gens achètent des grands packs, ils les stockent chez eux», et cetera. Donc Il y avait d'un une côté, vraie logique. c'est très concret et très terre à terre. D'un autre côté, hyper complexe, hyper quantitatif pour arriver à comprendre ce qui se passe, arriver à optimiser le truc. Et donc le problem solving que je retrouve finalement, c'est un truc très ingé, très maths et sur des problématiques très terre à terre de monsieur et madame tout le monde, et en même temps aussi très business. Et donc ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément. Et donc et je suis assez performant sur ce sujet-là. Donc petit à petit, voilà, je me spécialise très vite en fait sur toutes les problématiques, pricing, sales, marketing en fait, au sens vraiment, optimisation des revenus, pour les entreprises quoi, et pour les entreprises où il y a des choses assez quanti. Et tu vas rester combien de temps là-bas? Globalement 3-4 ans? Je vais rester un peu plus de 4 ans. Pas plus de Un 4 peu ans. plus de 4 ans. Et c'est vers la fin de ces 4 ans-là où tu te poses des questions sur le projet actuel ou ça arrive pas du tout Voilà, comme ça? alors il y a eu, donc je dirais qu'il y a eu voilà, cette phase de 4 ans, on va dire, où là je charbonne, je travaille dans différentes industries sur différents projets. Donc là, je parlais du quanti grande distri, mais j'ai fait plein d'autres projets dans le milieu des services, dans des due diligence d'acquisition d'entreprises. Enfin, j'ai touché à pas mal de secteurs, les télécommunications aussi. Enfin, j'ai fait pas mal de choses qui m'ont pas mal éveillé sur tiens, voilà ce que j'ai envie de faire et de ne pas faire. Et je me sens armé à ce moment-là pour monter une boîte. C'est ça qui m'attire et je me dis bon voilà, j'ai fait ma prépa. OK. Et maintenant, enfin, en tout cas, je réfléchis. Je dis pas que je vais le faire tout de suite, mais je commence à réfléchir sérieusement. Et là, il y a plutôt le perso qui, on va dire, se télescope avec ça et sur le perso, je me marie.
Ok. avec ma femme Joséphine. On part 3 mois en voyage de noces. Ok. On fait un break. Pour la Après première fois. le conseil, du coup. Pendant, en fait. Pendant, Je ok. prends un congé sans Un solde. congé sans solde, ok. Ouais, ce qui se faisait pas mal et ce qui se fait encore pas mal dans l'industrie du conseil, qui est très, très impressionnante, mais des fois, il faut des soupapes de relâchement et donc voilà, je me mets là-dedans et je pars 3 mois en Amérique latine. Et là, en fait, il se passe un truc, c'est que pour la première fois, j'ai le temps, enfin, en tout cas, depuis des années, j'avais vraiment pas eu le temps de trop réfléchir à ce que j'allais faire. J'étais un peu un pivot de ma vie sur le plan pro et le plan perso. Là, on est mariés, on commence à penser à avoir des enfants, etc. Et là, un peu par hasard, je me mets à lire les rapports du GIEC. Pourquoi ? Ok. Parce que je m'intéresse à divers sujets. T'es en voyage, tu lis des trucs, etc. On avait vu des trucs assez sur le réchauffement climatique assez marqués dans la région, de gens qui devaient remonter aussi. T'es parti où en Amérique latine? J'ai fait Pérou, Bolivie, Argentine. Ok. Et en Argentine, on voit des stations de ski désaffectées où les gens disent en avant on allait skier tous les ans, mais ça c'était avant 2010, maintenant il n'y a plus de neige. T'es à 6000 mètres en Bolivie, il n'y a pas un pet de neige, tu sens que. Je sais pas, tu sens qu'il y a un truc qui Ça est t'a en train marqué, de en se tout cas. passer. Ça m'a marqué, mais je dirais que ça m'a. En premier lieu, ça m'a intrigué. Tu vois, et ensuite, a posteriori, une fois que j'ai toutes les infos, là, ça m'a marqué. On se parle d'un truc où c'est comme si, tu vois, tout ce qu'on connaît, nous, dans les Alpes, au ski, c'est comme si là, en 10 ans, tout ça était terminé, quoi. Tu vois. Et moi, on parlait de la Corrèze, je viens de Corrèze, et on voit les zones de moyenne montagne dans le Massif central, dans des stations comme le Luron, au moment où j'allais, où concrètement, j'y étais en janvier, il y a pas longtemps, il y avait rien, pas un pet de neige. Alors qu'avant, j'y allais en classe de neige, et on skiait, il y avait pas de sujet de neige, je sais pas quoi, tu vois. Donc, on le voit aussi chez nous, mais je dirais que là, ça me dit, il y a un truc là qu'il faut que j'aille creuser. Et là, je lis les rapports du GIEC et là, je me prends une claque monumentale parce que j'avais pas du tout conscience de l'ampleur du problème, des implications. J'avais pas du tout conscience de moi dans ma vie du quotidien, des impacts que je pouvais avoir. Et tu vois, pour en donner un exemple très concret et qui va m'amener ensuite sur le voyage un peu par hasard, c'est que je découvre un petit peu le concept des émissions de gaz à effet de serre, le CO2, etc. Donc mon côté ingé je dirais, je suis sensible à tous la littérature scientifique au sens vraiment pur du terme et je commence à faire les calculs. Ok, émissions de gaz à effet de serre, ok, c'est ça, c'est des émissions humaines, ok, combien, qui, quoi, etc., quel secteur et tout. Et je vois mes voyages et je fais putain, sur le cul. Et vraiment, je me permets de parler avec un langage un peu plus fleuri parce que vraiment, ça m'a mis une claque. Je vois des 2 tonnes Paris-New York, en fait, c'est 1 an de quota carbone si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés. Je vois que là, on est venu en Amérique latine, c'était 4 tonnes, c'était 2 ans de quota. Et en fait, moi, Brive-la-Gaillarde, j'avais jamais pris l'avion avant mes 23 ans. Ok. T'as Il voyagé. n'y avait pas d'aéroport à Brive à l'époque, j'étais Ouais. pas dans un milieu social très aisé, on va dire. Et en 5-6 ans, j'ai cramé l'équivalent de 30 ans de quota CO2, quoi. Donc de 60 tonnes, rien qu'en voyage, avion, aller-retour. Mais ça, j'étais pas au courant. Tu t'es Et pas posé la question initialement? non, Ouais. non, il y avait pas comme ça. On parlait pas, Ouais. à l'époque, on était en 2019, ils parlaient pas trop de ça. En école d'ingé, moi, tu vois, Polytechnique, j'ai pas entendu parler de réchauffement climatique, hein. Là, aujourd'hui, si tu y allais, je pense que c'est quand même pas la même histoire, la même maturité sur le sujet. Et donc, et je comprends après toutes les implications que va pouvoir avoir ce phénomène, qui est que des événements extrêmes, des migrations de population, on a quand même la Banque mondiale qui estime sous 15-20 ans des migrations de l'ordre de 500 millions de personnes, qui étaient, il y avait une période de crise migratoire à la Méditerranée, on se parlait au maximum, au pic de 1 million de personnes. Donc c'est-à-dire que tu vois, tout se met un peu en relief. Je me dis oula, il y a un problème là qu'il faut traiter de manière urgente. Et c'est pas une question de CO2 ou je sais pas quoi. Enfin, bien sûr que ça, c'est le moyen. Mais la finalité, c'est comment on préserve les conditions de bonheur sur la planète. Et nous, si notre objectif, c'est d'être heureux en tant qu'humain, c'est ça mon postulat, comment on préserve ces conditions et ça en fait partie, et ça en fait partie intégrante parce que ça va être à la racine de beaucoup de choses. Ok. Et voilà. Et donc là, c'est à ce moment-là où tu découvres un peu tout ça, tu commences à te poser des questions, à lire de la littérature scientifique. Et après, c'est quoi le moment clé où tu te dis, ok, là, t'es un peu brainstormé dans ta tête, c'est une rencontre, c'est comment ça se matérialise ou le jour où vous dites, mais on va faire un truc sur la thématique du voyage. Donc là, je dirais, il y a un avant et un après cette découverte. Le après, c'est ok, maintenant je fais quoi?
Maintenant que je sais ça, maintenant que j'ai ce niveau d'info, je peux rien faire et faire comme si de rien n'était. Je peux aussi, bon, il y a une vraie introspection, je dirais, et il y a une vraie introspection aussi de à quoi je sers, qu'est-ce que je fais. Alors peut-être la crise de la trentaine, j'en sais rien. C'est peut-être le fait d'être bientôt papa. T'avais 30 ans à ce moment-là, à peu près? Un peu moins, Un peu 29 moins, peut-être, OK. ouais, et donc et voilà, il y a toute une introspection. Là, je me dis: «Bon, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais comment j'étais éduqué, dans 30 ans, je sais comment j'ai envie de me Ouais. ce que j'ai envie de penser quand je me regarde dans la glace. Maintenant que je sais ce que je sais, bon, je suis pas Superman, je vais pas sauver le monde, mais je me dis que voilà, j'en fais quelque chose pour faire ce que je peux à mon échelle, modestement, voilà. Et là, je reprends le raisonnement qui était celui de faire une boîte, et cetera. Je me dis, pourquoi, tu vois, faire une boîte, en fait? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent, être riche? Je sais pas, tu vois, il y a des vraies questions de fond et en fait, moi, là, j'ai compris à ce moment-là l'objectif. Non, non, c'est pas pour être riche, et cetera. Ça sera peut-être plutôt quelque chose de collatéral, peut-être, mais c'est pas ça l'objectif primaire. Moi, l'objectif primaire, c'est d'être heureux avant tout et de contribuer au bien commun, à ce que les autres soient heureux. Parce que c'est ça, moi, ma fonction de bonheur OK. interne, c'est moi, je suis heureux si les autres sont heureux, en fait, et donc pour rendre les autres heureux, il faut que je contribue à mettre les conditions pour que les autres soient heureux et là, je serai heureux. OK. Et donc, je pourrais faire plein d'autres choses que monter une boîte, mais c'est pas là que je serai performant à mon avis, c'est pas là que ça va m'exciter, c'est pas là que j'aurai toute mon énergie à mettre, c'est pas là que je vais être capable de guider ma vie ce sera plutôt là-dessus et donc je veux faire une boîte à impact en fait, tu vois? Et voilà et donc ça s'ancre assez vite, une fois que je suis retombé sur les pattes de: «C'est bon, j'ai digéré Ouais. un peu tout ce que je sais» et là maintenant OK, on fait quoi concrètement? Et là voilà et donc là, s'enclenche tout un raisonnement, bon ben, on va OK, c'est, réchauffement climatique, machin, bidule. Prenons ce truc-là, il y a plein d'autres sujets, Ouais. hein, biodiversité, on pourrait parler de plein de choses, mais ça, voilà, je prends cet axe-là. OK, CO2, c'est où? Quelle industrie? Quel secteur? Quel, pot d'émission, et cetera. Je vois plein de trucs, bon, il y a l'énergie, il y a plein de trucs, je me dis: «Bon, qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans?» Je vois pas trop, il y a plein d'industries, genre la mode, et cetera. Et là, mais il y a plein de gens qui font plein de choses dans plein de trucs et plein d'endroits où c'est pas évident de faire des choses, quoi. Et là, je tombe sur le tourisme et je vois 11% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, je fais: Énorme. «Énorme» et moi, je vois mon cas personnel, c'est-à-dire que je suis vraiment pas au courant, quoi. Vraiment pas au courant, moi, je vois mon cas personnel très, très profondément aussi, c'est-à-dire que, bon, je vois le problème, c'est qu'on voyage globalement, généralement, sans savoir l'impact, sans maîtriser et en fait, par rapport à nos désirs et nos envies, il y a pas il y a pas une connexion qui va nous mettre vers une offre bas carbone et en fait, donc c'est un peu dans tous les sens et moi, je vois aussi mon père qui donc, tu parlais de qu'est-ce qui m'avait amené aussi là-dedans de mon histoire après la guerre. Mon père était facteur OK. et facteur à l'ancienne, donc quand, on te forme en facteur, il faut connaître, toutes les préfectures et sous-préfectures, les coins, les bleds, les machins. Donc lui, il connaît c'est une encyclopédie de la France, tu vois? OK. Et et il me parlait de bled et de ça et je connaissais rien et tu vois, il y a des trucs à 20 kilomètres de la maison, des bleds que j'ai découverts après et je me disais: «C'est incroyable ce truc dans le Lot là et machin et trucs en Dordogne et trucs et même en Corrèze», tu vois? Et finalement, je connaissais le fin fond, du Vietnam, mais qui était, là et qui avait coûté peut-être 4 tonnes, 5 tonnes de CO2 et le village de malades et le truc et la rando de ouf, là-bas dans ce coin et cetera à 1 kilogramme de CO2, bah, je connaissais pas, tu vois? Alors et là, tu vois, il y a tout ça qui a fait un peu, Ouais. comment dire? Je dirais pas eureka, mais qui a fait un peu, explosion. Ah Ouais. bah, en fait, il faut concevoir une solution, un service qui va orienter chaque envie, chaque désir de voyage, vers une offre qui va être compatible à carbone et il va falloir le prendre sous l'angle de l'envie. Il va falloir méga donner envie, structurer cette offre et cetera, le rendre pratique et tout. Travailler le côté impact, et avoir la solution au milieu qui connecte une offre et une demande en fait, pour en fait, transitionner le tourisme et construire un tourisme, ouais, plus bas carbone, quoi. Et ça existait pas? Tu as Et non, mais cherché un peu, mais rien? il y avait rien. Mais genre, il y avait quelques initiatives de tourisme durable qui étaient microscopiques ou qui étaient que sur un axe vraiment défini. Personne ne comptait ne parler du CO2 dans le tourisme à l'époque. Là, ça commence à arriver, mais c'est un peu à marche forcée et c'est un peu, pour le moment dans l'industrie de manière générale, c'est un peu le pansement sur la jambe de bois entre guillemets. On commence à mesurer le CO2 quoi, mais il y a rien qui est vraiment fait pour orienter les gens vers du bas carbone, en tout cas de manière très marginale dans l'industrie aujourd'hui. Et il y a personne qui avait eu cette approche vraiment par design dès le début. On se dit: «OK, tourisme bas carbone, OK, je creuse là-dessus et je monte tout
une offre de produits et de services dont l'objectif va être ça. Et quel va être le produit? Ça va être tout l'enjeu. Je dirais que il y a le why. Le why, c'est le CO2. Start with why, Simon Sinek, voilà, c'est tourisme bas carbone, mais il faut rester dans le plaisir parce que c'est le tourisme. Donc c'est en gros vraiment maximiser le plaisir, minimiser l'impact. Et le what, c'est là toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour connecter cette demande avec un désir très prédéfini, avec cette offre qui est là, bas carbone, qui existe. La preuve, c'est les bleds dont je parlais, c'est plein de trucs en fait. Quelqu'un qui a envie d'aller dans la nature, il a plein d'options bas carbone possibles. Quelqu'un qui a envie de se dépayser, en fait, il a plein d'options bas carbone possibles. Quelqu'un qui a envie d'aller à la mer, il a plein d'options bas carbone possibles. L'enjeu, c'est de le connecter vers cette offre à quelques kilos de CO2 et pas vers celle à quelques tonnes. Voilà, et c'est d'orienter les flux un maximum là-dessus. Et donc après, voilà, la question c'est quoi, et c'est ce à quoi on s'est attelé après, une fois que je dirais, voilà, toute la vision des choses c'est consolidé. Tu parlais de ton père, mais tu t'as pas parlé vraiment des gens avec qui t'as façonné ce projet. Au début, bon, t'as peut-être écouté ton père, tu te disais qu'il te donnait un petit peu des conseils. Moi, j'écoute encore mon père, hein, mais je suis moins vieux que toi, mais je l'écoute et il a souvent des bonnes idées. Toi, comment ça se passe à ce moment-là? Bon, t'es ingé, mais t'as dit que t'avais quand même fait un peu de commerce, pas mal de chiffres. Là, tu me parles quand même d'un produit où il y a quand même une composante tech qui peut être ô combien importante, parce que il y a quand même un sous-jacent technologique. Peut-être, on va pas parler de deep tech non plus, mais on va parler qu'il y a quand même des enjeux logiciels assez forts derrière, de connecter la data, de la donnée et d'agréger en fait énormément de choses. Vers qui tu tournes en premier quand tu as cette idée, ou avec qui tu réfléchis de tout ça? Alors en fait, le raisonnement s'est fait en 2 temps. Le premier temps, ça a été, on sait pas encore si on va faire ce travel bas carbone, on va dire. Il y avait plein d'autres idées. On a eu des idées de faire, ce qui s'est fait après par d'autres gens, hein, tout ce qui est comptabilité carbone au niveau de l'entreprise, ce qui a été fait après par pas mal d'acteurs. On a des idées de bases de données carbone dans les consumer goods. On a un certain nombre d'idées en concurrence. Et là, je raisonne à ce moment-là avec un pote de mon cabinet qui finalement ne fera pas partie du projet ensuite. Bon, assez vite, on comprend qu'il va y avoir de la tech. Donc, on voulait pas des investissements lourds, type tout ce qui peut se faire par exemple sur l'électrique, les batteries, les réseaux. On voulait, nous, vraiment du software. Bon, très vite, on se dit, il va falloir quand même de la tech au sens software du terme. Et donc là, on commence à se parler avec un de mes potes de promo, Félix, qui lui était pareil en raisonnement, pareil un peu matrixé par Jean Covici, par exemple. Ah oui, bien sûr. Moi, je regarde les interviews qu'il fait. Mais matrixé véritablement, quoi, du jour au lendemain. Ça a été du sens suisse, mais donc du coup, on réfléchit à plusieurs. Changé de mentalité. On réfléchit à plusieurs de manière structurée, mais de manière encore, je dirais, immature sur quelle va être la composition de l'équipe d'associés, quel projet on va faire exactement. Et voilà, c'est un peu le hasard qui fait les choses. Et assez vite, quand on travaille et qu'on se met des grosses sessions dessus, en fait, l'ensemble des sujets, je vais parler crûment, nous emmerde. En fait. Et le tourisme bas carbone, ça nous excite à mort. Et je pense que ça, c'est un peu sous-coté quand même en général, mais ouais, si on voulait faire un business avec un modèle SaaS, ARR, machin bidule, on aurait fait la compta carbone. Bon, mais est-ce que ça, c'est tu super. Critiques la compta carbone? Non, je dis c'est super, c'est super, et il faut que les gens le fassent. Et vraiment, il y a aucun débat là-dessus. Est-ce que c'est pour nous? À ce moment-là, on s'est dit non. Nous, tu vois, on a envie d'un truc plus excitant. Personne ne veut le faire du B2C. C'est quand même la clé de la transformation. Nous, on va y aller, on va s'y atteler au B2C, et ça va être incroyable, et ça va être gigantesque, et ça va être hyper motivant et hyper stimulant. Et on aura peut-être 10 fois plus d'énergie que de faire notre logiciel compta carbone. Donc, on y va, tu vois. Et à ce moment-là, après, pour en revenir aux associés, c'est le hasard un peu qui fait les choses. Mais est-ce qu'à ce moment-là, quand tu réfléchis, parce que moi, j'ai jamais monté de boîte, tu vois, donc j'ai pas la question, mais tu dis, chacun réfléchit un petit peu dans son coin, on essaye de mettre en commun, j'imagine que tu fais des sessions de travail. En fait, tu penses au projet, mais à ce moment-là, j'imagine que tu penses aussi à avec qui tu vas t'entendre pour faire ce projet, parce que tu parlais de cabinet de conseil de ton ancien collègue. Qu'est-ce que tu cherchais aussi au fond de toi quand tu collaborais avec des gens? Est-ce que tu te remettais en cause sur je pense qu'avec cette personne ça va le faire, ou avec cette personne ça va pas le faire, pourquoi? Et est-ce que c'était vraiment un élément clé du projet de se dire il faut vraiment que la base elle soit le projet il est important, et tu avais fait ton choix assez rapidement de te dire bon, tout ce qui nous excite c'est ça, mais au-delà de ça, dans le fit avec tes associés, est-ce que c'est vraiment un truc où tu t'es dit là vraiment en fait c'est limite peut-être plus important que le projet qu'on va mener? Alors, c'est tout un cheminement. Je pense que ça se fait en un certain nombre d'étapes. Je pense que la première étape, c'est vraiment de stabiliser le projet. Et donc de se dire, avant de penser avec qui, d'avoir pensé, ok, quoi, et
ça, on le nourrit. En réalité, c'est toujours un peu en ping-pong, hein. Ok. Pour moi, il y avait, enfin, le brief de base, si tu veux, c'était bas carbone, software. Donc, il y avait déjà quand même le volet tech, quelqu'un qui pouvait avoir une capacité de CTO d'une boîte tech software qui devait être dedans. Le reste, c'était beaucoup plus flexible et agile. C'est pour ça qu'avec Félix, dès le début, on était très connectés sur les raisonnements. Mais je dirais qu'ensuite, il a fallu préciser vraiment le projet pour voir quelle devait être la composition idéale. Et après, il y a voilà, donc là, pour te donner un exemple très concret, enfin pour te donner quelque chose de très concret, je me suis mis 300 slides sur le projet. 300 slides. J'ai fait comme tout consultant bien déformé professionnellement. J'ai fait comme si je faisais une due deal. Ok. Pour, tu vois, quand un fonds rachète une boîte ou comme un fonds Ouais. peut-être. Bon, je pense pas que les fonds fassent 300 slides avant d'investir, mais nous, on le faisait beaucoup sur des rachats dans le conseil, due diligence, vendor due diligence, buyer due diligence, on le faisait beaucoup. Et là, je me suis dit, green travel, let's go due diligence, quoi. Et donc, je le fais à la conseil, c'est voilà, le marché, la compétition. Mais ça a été vraiment fondateur comme truc. Et c'est un document auquel on se réfère encore aujourd'hui comme étant une encyclopédie d'un certain nombre de points de données qui était pour nous essentiel parce que la vraie difficulté, si tu veux, c'est bien d'avoir l'idée de faire du tourisme bas carbone, mais la question c'est quoi comme produit concret, quoi comme service concret, quoi comme positionnement concret, quoi comme modèle opérationnel. Et il y a beaucoup de questions qui se posent. Et pour ça, tu vas avoir plus d'infos que pas assez, quoi. Et donc, il fallait comprendre, tiens, sur quel segment c'est intéressant de travailler. Tiens, les transports. Nous, on aurait pu se ruer sans faire ce travail sur les transports, parce que les transports, c'est 3/4 de l'impact. Et en fait, ça aurait été une fausse bonne idée. Parce que c'était pas un marché vraiment pénétrable. En tout cas, il n'y avait pas, selon moi, un business model très intéressant, très pérenne à trouver. Et si notre objectif, c'est de faire du tourisme bas carbone, en fait, il fallait prendre plutôt par l'autre sens, plutôt par le bas, c'est-à-dire prendre l'offre d'abord, mettre en valeur cette offre. Ça va être un pull factor très fort de la demande. Dire, regardez comme c'est incroyable d'aller là-bas. Donc les gens vont aller là-bas. Et pas de dire, prenez le train. Non, tu vois, parce qu'en fait, on le voit nous-mêmes, là je peux le dire avec 5 ans de recul, c'est que les verrous chez les gens sont forts. Pour quelqu'un qui a une bagnole, qui a l'habitude de voyager en bagnole, etc., le faire switcher sur le train, c'est très difficile. Et notamment sur des segments type famille et autres. Alors que lui dire, non, va pas à 3 heures, va à 2 heures, parce que là, il y a la même location de vacances, il y a le même décor, il y a le même paysage, il y a la même activité. Tu peux même aller à 1h30, là, regarde. Et c'est 2 fois moins d'impact. Et en plus, tu vas passer 2 fois moins de temps dans les bouchons, sur la route, machin. Donc, en gros, tu te dis, je trouve les offres, et l'objectif, c'est d'emmener ces gens vers cette offre-là, en leur simplifiant la vie. Oui, en tout cas, il faut. En fait, en premier lieu, tu dois comprendre vraiment l'architecture de ton marché. Tu dois comprendre les raisonnements des utilisateurs, des clients. Tu dois comprendre donc la partie demande, la partie offre aussi. Tu dois comprendre la partie écosystème concurrentiel, voilà, qui a quel positionnement sur le marché, quels sont les différents business models, les verticales, les différents modèles qui existent. Et à la fin, tu retombes un peu sur tes pattes en faisant une espèce de synthèse de tout ça et en se disant, tiens, je sais que côté demande, les gens ont parlé d'être shamés, machin. Et en fait, le travel, c'est voilà, c'est quoi le premier truc qui font que les gens ont réservé ce truc parce qu'ils ont trouvé que c'était canon et cool. C'est pas parce que c'est écolo. Tu vois ce que je veux dire? L'offre, tiens, tes hébergements, tiens, ils ont que Airbnb, ils ont que 2 plateformes. Bon, c'est bizarre, d'autres marchés où il y a plutôt de distributeurs. Enfin, tu vois, en fait, c'est comme un puzzle où tu assembles des pièces et à la fin, tu as un truc qui se crée. Et donc, je dirais que c'est un travail qui est pour moi indispensable. Et au début, je pense que tu as le luxe d'avoir le temps de faire ça. Et tu l'as pas forcément une fois que tu es dans la machine à laver de la boîte, etc. Et donc ça aussi, pour en revenir à ta question de base, c'est ça qui va aussi déterminer la composition de l'équipe. Et donc, tu vois, nous, très, très rapidement, on s'est rendu compte que oui, il fallait de la tech, donc il fallait un CTO bien sûr, mais on s'est rendu compte que sur l'aspect business, il y avait un tel côté demande et un tel côté supply, et les deux étaient tellement fondamentaux que ça serait compliqué. Alors quelqu'un qui était CEO, CMO, Head of Supply, machin, enfin tu vois, ça allait être trop compliqué. Donc il fallait 2 têtes business. C'est pour ça que Mathieu, ensuite, nous a rejoint dans l'aventure très rapidement dès le début, parce que voilà. Et Mathieu, qu'est-ce qu'il fait? Mathieu, lui, il va être sur toute la partie hébergeur, toute la partie opération aussi, et puis on est en binôme sur plein de sujets, notamment le marketing, la stratégie, etc. Donc, mais il y a un profil business, école de commerce pure, tu vois. Et pour finir là-dessus, donc il y a le hasard aussi qui fait que finalement on a Antoine aussi
qui lui, il y a eu le Covid, il y a une boîte de frigo, il avait monté une boîte de frigo connecté, ça a arrêté à ce Ok. moment-là, donc il a parti sur autre chose et il était vachement emballé par l'idée de Gringo. Et en fait, on s'est retrouvé à avoir 2 co-CTPO, en fait, Ok. tu vois, voilà. Mais c'est le hasard qui a fait que, et finalement, c'est assemblé comme ça. Donc, je dirais qu'il y a la théorie. Enfin, en tout cas, le projet est solidifié. Tu vois quelle est la compo de l'équipe dirigeante, l'équipe fondatrice. Et puis ensuite, il y a les aléas des uns et des autres, les rencontres, les moments de vie, qui est dans quelle phase, quelle dispo, etc. Et à la fin, tu fais au feeling, un assemblage. Enfin, à moitié au feeling. Ok. C'est très rationnel, mais tu composes aussi avec les aléas et les opportunités que tu rencontres. On va parler de plein de sujets parce que tu parlais de B2C un petit peu, donc forcément tu as des consommateurs. C'est pas forcément, tu disais que c'est sexy, mais c'est pas forcément le plus facile non plus. Au tout début, mais avant de parler de tout ça, quand tu commences à sortir la première version de Gringo, donc j'imagine que tu mets la plateforme en ligne, enfin tu mets tout ça en ligne. Ça ressemblait à quoi la première version de Gringo en ligne? Bon, c'était déjà pas trop mal, hein, Ok. franchement. Bon, d'abord, avant de lancer vraiment, on commence à faire un blog, on commence à faire voilà, une petite communauté sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, on commence de manière classique, comme on peut commencer en B2C. Enfin, dans l'ère pré-IA, on va dire. Dans Ouais. l'ère, bon, on avait un site avec landing page, etc. Mais on commence de manière très classique. Et ensuite, on sort une version bêta voilà, en février 2021. Et donc là, on a 50 hébergeurs sans logement. Ok. Il y Plateforme de a, réservation. voilà, avec la réservation possible. Donc Ok. le MVP, on va dire, c'est je peux être sur une plateforme, je peux chercher des hébergements et les filtrer. Non, je crois qu'on n'a même pas les filtres au début. Ok. En France. Voilà, en France, des trucs cool, quali, qui donnent envie, sélectionnés sur leur aspect qualité de l'expérience et leur aspect éco-responsabilité. Ok. Et donc, t'as dû aller un par un dans les logements que t'as proposés au début ou comment t'as fait? Non, bah, on a fait beaucoup par, au début, téléphone, Ok. téléphone, mail, Ok. mail, et au début, c'est vraiment la force du poignet, personne ne te connaît, mais c'est là aussi, c'est assez structurant comme phase, parce que c'est là que tu tâtonnes sur ta proposition de valeur. Et nous, voilà, sur les marketplaces, il y a quand même 2 sujets, quoi. T'as une proposition de valeur côté supply, une proposition de valeur côté demande. Et donc, on voit bien que des fois, ça se réconcilie pas totalement. Donc, enfin, il y a quand même vraiment tout un travail à faire là-dessus. Et donc, de passer des journées entières à parler à des hébergeurs toute la journée, c'est pas du luxe. C'est pas de la galère, je dirais. C'est juste nécessaire. Ok. En fait. Et tu galères pas au début à convaincre des gens de te dire non mais vous allez mettre votre hébergement sur. Si, bien sûr, mais après, c'est ça aussi le travail, Ouais. c'est que il faut comprendre où est-ce que, enfin, tu vois, il faut éprouver, je dirais, le discours, éprouver le discours commercial, Ton comme on dirait en speech, langage ouais. sales, Ouais. mais en réalité, en langage VC, on dirait, il faut trouver le product market fit, enfin, faut trouver tu vois, voilà, Ouais. on peut le dire de différentes manières, il faut trouver l'axe où, voilà, il y a un besoin qui n'est pas servi aujourd'hui par d'autres acteurs. Et nous, l'axe qu'on voit assez vite, c'est je sais que, comment on fait pour ne pas dépendre d'une multinationale américaine, Booking, Airbnb. Moi, j'ai envie d'avoir une clientèle plus qualifiée. C'est un peu le tout venant. Enfin, on a plein d'histoires qui nous sont racontées, si tu veux. Alors, c'est un peu, je dirais que c'est un peu dans tous les sens. Ouais, C'est c'est un très peu très différent. subjectif. C'est très Mais subjectif. schématiquement, ça Ouais. veut dire quoi? Ça veut dire on a besoin d'un canal de distribution plus spécialisé. Ok. Qui est plus aligné avec la spécificité de notre lieu, nos valeurs, notre démarche, etc. Et donc, il y a le côté environnemental, mais il y a aussi le côté humain. Enfin, il y a le côté, voilà, on sent qu'il y a besoin de quelque chose de différent. Et finalement, on sent aussi côté voyageur, on sent qu'il y a besoin d'avoir pas le même truc de masse que partout, Ok. voilà, et les trucs lambda, et les apparts en investissement locatif Airbnb qui ont pas d'âme. Ok. Voilà, on sent Donc qu'il y a c'est ton besoin. premier argumentaire de vente alors. Tu te dis mon argumentaire c'est ça, c'est quand je vais démarcher un par un ces personnes, je vais plus jouer sur cette facette-là. Voilà, alors on le schématise d'une manière qui fait mouche à un moment, qui est alternative française éco-responsable à Booking et Ouais. Airbnb. Et ça, c'est notre go-to-market branding des 2 côtés, qui est pas un très bon go-to-market branding côté VC pour diverses raisons. Ok. Mais côté consumer, c'est ça qui fonctionne, en tout cas à l'étape où on est au début. Et je pense que voilà, ça doit évoluer dans le temps, et là on va évoluer vers quelque chose de complètement différent désormais. Mais voilà, c'est ça qui semble être la go-to-market stratégie pertinente en termes de message. Et, Ok.
Et la promesse, c'est voilà, côté voyageur, on va vous donner envie, enfin on va vous trouver des trucs cool, canons et pas besoin d'aller au bout du monde et en fait ça va avoir 10 fois moins d'impact et voilà et donc il y a pas besoin de choisir entre, passer de bonnes vacances ou flinguer la planète. Enfin Ouais, non, juste ouais, on fait c'est voilà possible. mais bon, on reste dans un truc où vous avez passé de super vacances, quoi. Ok. Ça va être génial et voilà. Et comment va évoluer la plateforme? Donc, tu as onboardé, avoir tes premiers clients, j'imagine, mais tu vas devoir quand même avoir, on parlait de composantes tech, Ouais. nous on s'était rencontrés sans se trahir sur un projet levée de fonds et tu avais quand même une ambition assez claire, c'était, je dirais d'un point de départ, je sais pas, à Paris et le dernier jusqu'au dernier kilomètre, du domicile ou de ton logement, être la plateforme, je dirais, qui te permet, si je me trompe pas, hein, tu me dis, si c'est bien ça, mais de pouvoir voyager et d'avoir, globalement tout l'itinéraire qui est fourni. Parce que je me mets à la place des utilisateurs, finaux. Moi, demain, si je veux avoir ce voyage, bas carbone ou en tout cas faire attention à mon voyage et la manière dont je vais consommer le voyage, ça peut être vite un casse-tête de s'organiser. On va perdre, j'imagine, énormément de temps. Tu parlais de brainstorming, mais et aussi de beaucoup de slides. J'imagine que tu as peut-être réussi à quantifier le temps qu'on passe à booker des vacances qui pouvaient être éco-responsables ou en tout cas ou qui préservent au maximum l'environnement. Donc, comment ça se passe, cette partie-là? Est-ce que tu vas devoir lever des fonds pour essayer de développer? Comment ça vient ensuite, les étapes de développement, je dirais vraiment de ta roadmap produit? Ouais. Parce qu'en fait, c'est le début, ça te permet d'avoir une petite traction, mais en fait, ton ambition, elle est bien plus grande, mais pour ça, tu vas devoir avoir beaucoup d'argent et un flux assez conséquent, quoi. Ouais, donc si je résume, dès le départ, notre ambition, c'est de faire le leader du voyage durable, local, bas carbone, en Europe. Ça, on le sait dès le départ et de le faire avec quelque chose de vraiment unique en termes de produits, de circuit d'achat, d'offres. Maintenant qu'on s'est dit ça, la question c'est quel est le chemin pour y arriver? Et c'est un chemin qui va, être relativement long et tortueux, mais sur lequel on va apprendre beaucoup, hein, mais on se dit: «Bon, déjà, il faut un business model» et c'est ça, tu vois, les 300 slides dont je te parlais, on sait que le business model, il va être autour de l'hébergement, il va être sur un modèle de commission. Donc on se dit: «Bon, on commence par le commencement, on va faire de l'euro de chiffre d'affaires dès le premier jour. On verra pas le business model plus tard». On aurait pu faire un produit très innovant et Ouais, bien pas sûr. gagner d'argent et voir après. On a fait l'inverse. On a dit: «On va gagner de l'argent dès le début» et du coup, d'où le go-to-market alternative Booking Airbnb, plateforme de réservation de logements cool, sélectionnés, qui donne envie, et éco-responsable. Et globalement, on crée un espèce de Airbnb un peu green, quali, mais ça, c'est que le début. C'est que le début et on se dit: «Ça, c'est la première étape» et ça va nous donner un socle d'offres, de business model, de plateformes technologiques sur lequel on va pouvoir construire par-dessus, toute la partie, voilà, innovation, différenciation, comment je résous des problèmes pour nos utilisateurs. Mais on n'est pas assez fin encore à ce moment-là pour comprendre vraiment les problèmes de nos utilisateurs. Donc déjà, on doit avoir des utilisateurs, et cetera. Donc il y a une première phase, je dirais, qui doit durer peut-être, 2 ou 3 ans, où on Ok. construit d'abord ce socle-là. Et là, clairement, il y a de la tech, il faut du market, il faut de la tech globalement, donc il faut des fonds. On n'a pas d'argent, on sort de nulle part, on n'est pas, voilà, on a personne pour nous donner du pognon globalement, donc il faut lever des fonds, et donc Là, tu rentres dans une nouvelle ère, du coup. voilà, on fait une première levée Ok. de 1,2 million. Tu les rassembles comment? Comment ça se passe? BA, Crowd Equity. Ok. Clairement, bon, on est très early. Je pense qu'on n'est pas mûr au niveau des fonds. Comme on a cette stratégie de go-to-market dont je te parlais pour atteindre la vision future, ça nous dessert pas mal au niveau VC. Parce que bon, les gens comprennent pas, ils pensent qu'on fait vraiment une alternative à Booking Airbnb, donc ils se disent: «Ah, compliqué, c'est de grosses machines, on veut pas y aller». Parce que c'est pas ça qu'on fait en réalité, mais bon. On n'a pas encore eu le temps de Ouais, bien démontrer, de sûr. dérouler le reste de la roadmap, ce qui nous rend pas très VC compatible, Pas très sexy. étant donné qu'on est early en plus. Ouais. En tout cas, à ce moment-là, voilà, les voyants étaient pas réunis, c'est plus le cas maintenant, mais voilà, donc on fait comme ça et ensuite on déroule le reste on continue évidemment tout ce qui est scaling, plateforme, hébergement, voyageurs, marketing, etc. Mais on attaque le reste de la roadmap qui est quel product on offre pour résoudre vraiment notre problème de base qui est trouver des vacances cool, sympas, facilement, à faible impact. Et ça nous amène à vraiment être au contact très très profondément et très très fin de nos utilisateurs, de manière quali, de manière quanti.
Et là, on comprend quoi? On comprend que personne n'a pris l'angle du bas carbone et du coup, tout le monde est parti dans un certain rail qui rend le bas carbone impossible aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs. Pourquoi? Parce qu'en gros, chaque acteur s'est focalisé dans sa verticale. Il y a les plateformes d'hébergement, il y a les plateformes de transport, il y a les sites d'inspiration, blogs, machin, etc. Et en fait, le bas carbone, c'est une question d'horizontale. C'est une question de ah oui, non mais attends, on peut pas négliger le transport et attends, l'hébergement et où est-ce qu'on va et ce qu'on va faire sur place, etc. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire sur place, c'est ça qui va donner envie d'aller à tel endroit et donc de réduire la distance. Bon, bref, et tout ça est un espèce de sac de nœuds. Et donc, bas carbone, c'est vraiment incompatible les paradigmes qui existent aujourd'hui. Paradigme, on te dit où tu vas. Ben ouais, mais si tu prends pas en compte mon point de départ et mon mode de transport, ça va être non maîtrisé, l'intensité carbone. Et aussi, on voit que ça pose plein de problèmes aux gens. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui me disent ah ouais, mais moi, ils nous racontent, bah voilà, moi, je voulais faire un week-end dans la nature à 2 heures de Paris. Vous avez fait quoi? Ah bah j'étais sur Google, on n'avait pas de ChatGPT à l'époque. mais ChatGPT te sortirait des trucs très génériques, très cons. OK, bon, OK, il te sortirait des trucs très merdiques en réalité. Et les gens ils expliquent, tu vois, tous leurs trucs. Et ils vont sur Google et ils regardent des blogs et machin, ils vont sur des plateformes d'hébergement et puis après ceux qui ont pas de voiture en train, ils vont sur SNCF, ils vont chercher sur Google Maps la gare, ils vont sur SNCF regarder les horaires. Ouais. Ils vont regarder, merde, le logement, il est où par rapport à la gare? Ah putain, il faut que j'envoie un message pour savoir comment on va faire pour les derniers kilomètres. Oh putain, l'enfer. Et en fait, on découvre vraiment des pains énormes, des points de friction énormes, des trucs non résolus sur ce cas d'usage de en fait, je sais pas encore forcément où je veux aller. Je sais ce que j'ai envie. Je sais ce dont j'ai envie. Ouais. J'ai envie d'une semaine en vacances, tranquille avec ma famille dans la nature, comme ci, comme ça. Ah et oui, et au passage, on sera en train, ce serait pas mal, mais on prend la bagnole, voilà. Je sais déjà tout ça. Mais j'ai pas un outil qui me le demande. Donc du coup, je suis dans la nature et enfin, je suis dans la c'est pas dans la nature, mais je suis dans la jungle de l'internet et des plateformes et tout est très siloté. Voilà. Et donc nous on se dit c'est ça le product qu'il faut qu'on fasse maintenant. C'est-à-dire qu'on a l'offre d'hébergement, mais en fait en haut du funnel, les gens se disent voilà, je pars de Paris, j'ai ce besoin, mais on va reconstruire tout un produit de ce qu'on appelle la plateforme ultime de voyage local et bas carbone. On va leur demander vous partez, c'est quoi vos contraintes en termes de transport, c'est quoi vos envies en termes d'expérience, et voilà les endroits où vous pouvez aller, et leur permettre de filtrer, etc. Et ça, c'est ce qu'on a nommé Gringo Explore comme go-to-market en marketing, mais ça, c'est un produit dans lequel on croit énormément. C'est un produit qui, en moins d'1 an, fait déjà plus de la moitié de nos recherches depuis la homepage. C'est un produit qui pèse déjà très très lourd dans notre volume d'affaires. Et donc on y croit énormément. Voilà. Et donc maintenant on doit dérouler toute une roadmap autour de ça, sur l'amélioration de ce produit-là, sur l'enrichissement de la partie expérience sur place, sur l'enrichissement des filtres au niveau du transport, ce qui est très technologique. Ça paraît pas, mais tu parlais, c'était peut-être pas deep tech tout à l'heure, mais en réalité on est en train de voir que t'as pas mal de choses qui sont assez deep tech, t'as pas mal de choses au niveau de l'IA, pas mal de choses au niveau algorithmique qui sont des verrous quand même assez complexes à franchir. Et quand tu parles de verrous, mine de rien, tu vois, je sais pas si je suis SNCF, si je suis tel fournisseur d'hébergement ou même tout ça, comment t'arrives globalement à plugger avec eux ou à ce qu'ils acceptent de les onboarder? Je sais pas si je prends la SNCF, demain, comment tu peux, peut-être pas que tu peux réserver sur Gringo directement, mais comment tu peux utiliser leurs données? Comment ça fonctionne? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est live chez vous sur ça? Alors, c'est toute une ingénierie. Je pourrais pas te livrer tous les détails, mais parce qu'il y a une sauce secrète derrière. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que si tu veux répondre à la question de je veux un week-end en pleine nature, à 2 heures de Paris, à moins de 100 balles, là, en fait, il y a une infinité de combinaisons possibles. En fait, dans ton offre, et il y a les notions des dates. Donc, en fait, et des heures aussi. Et je veux ça en une demi-seconde. Ok. Je vais pas attendre qu'un algo tourne pendant 1 heure. D'accord. Donc, je veux ça en une demi-seconde. Parce que je suis sur Internet, la recherche doit être rapide. Et là, en fait, il faut s'imaginer que tu dois avoir toute une mécanique derrière qui vient faire tous les calculs et te montrer que les endroits pertinents, t'offrir des filtres, tout ça est temps réel, tu vois, c'est un instantané. Et en fait, là, c'est là que ça devient très complexe. Parce que les prix des trains, ils évoluent toutes les minutes, quoi, tu vois. Et si tu m'as dit que tu partais il y a une combinaison origine-destination, tu multiplies le nombre d'origines possibles, le nombre de destinations possibles, les dates, et tu peux le faire n'importe quand. Donc, en fait, c'est une somme exponentielle de combinaisons. Et toi, tu dois arriver. Et tu dois trouver la solution. Un solution. truc n'importe qui, n'importe où, n'importe quand.
Et donc c'est multi-sources. Il y a de l'hébergement qui est lui-même déjà assez riche, hein, l'expérience sur place. Ah tiens, les logements, il y a quoi dedans, il y a quoi pas dedans, la capacité, le style, le machin, il y a plein de trucs déjà. Il y a les transports, voilà, et il y a la partie sur place autour parce qu'il y a aussi tout l'environnement sur place. Tiens, est-ce qu'il y a il y a des points d'intérêt à 5 kilomètres, à 2 kilomètres, est-ce qu'ils sont accessibles entre comment, etc. Donc en fait, tu dois structurer des données vraiment propriétaires, des données externes, des données chaudes, des données froides. Donc des données chaudes, typiquement, c'est le prix qui varie tout le temps. Et tu dois construire du coup tout un moteur de recherche et de réservation de vacances 360 degrés sur toutes les dimensions. Et ça c'est deep tech en réalité. Ça paraît pas. Ça me paraît très dur. Ça paraît pas. Ça Mais ça me paraît pas paraît comme très ça dur. de base. Tu vois, quand on parlait Ouais. du truc au début, etc. Et nous-mêmes, on n'avait pas anticipé cette complexité. Mais c'est ça qui est passionnant. Et là, on voit la barrière et c'est là qu'on se dit, là, on est vraiment sur quelque chose. On est vraiment sur quelque chose qui va être pas trop craquable, pas trop réplicable, pas trop. Si on craque, ça va être assez defendible, comme on dit en jargon ici, parce que les barrières elles sont trop nombreuses. On a de la donnée propriétaire. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 hébergements sur Gringo. C'est les premiers producteurs de données. Celle-là, ils vont la produire nulle part, la donnée. La donnée, est-ce que je peux aller chercher à la gare? Elle est à combien de kilomètres la gare? Comment faire les derniers kilomètres, etc. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Voilà, ça, c'est pas réplicable comme ça. Donc c'était vraie barrière. Voilà, elles sont technologiques, elles sont communautaires. Il y a l'offre, il y a la demande, il y a aussi les voyageurs qui peuvent enrichir de la donnée potentiellement en post-booking, avec les avis notamment. Ça se fait pas du jour au lendemain. Okay. Tu vois, t'arrives pas comme ça, comme à la parade où t'as des dizaines de milliers de producteurs de données qui t'en produisent plein. Et on le sait maintenant, on est à l'ère de l'IA. Tout ce qui est LLM, intelligence, ça va être commoditisé par les gros, les OpenAI, les Mistral et compagnie. En revanche, le nerf de la guerre, ça va être la donnée. Ça va être la donnée sur laquelle je peux travailler mes modèles. Et ça ok, c'est game changer. Et voilà, et la fiabilité aussi, ça va être un mix de production de données par les producteurs de la communauté en fait au final et des connexions en dur à des API type SNCF Connect et autres, hein, et il y en a plein d'autres, je vais pas tout citer là, mais pour avoir une fiabilité et pour contrer l'hallucination que peut avoir les modèles d'IA. Parce qu'aujourd'hui, tu vas sur ChatGPT, tu lui dis, je veux un truc à 2 heures de Paris, porte à porte, je suis en train, je veux pas galérer pour le dernier kilomètre, je veux le truc à moins de 200 balles, et je veux être dans la nature, et comme ça, et comme ci, comme ça. Bah, bon courage. Ça marche pas? Tu pourras faire le test. Bah, tu pourras faire le test. Déjà, il va t'envoyer à chaque fois dans la même destination. Et en plus, il va pas avoir de fiabilité. C'est-à-dire, il va dire, ah oui, ok, mais attends, on va voir sur SNCF Connect pour voir les trucs. Donc, en fait, il va te renvoyer, ça va juste être un gateway différent de Google. Un peu plus pratique, tu auras quand même mâché un peu des trucs, mais ça va être juste un gateway différent pour aller te renvoyer dans ta galère. Ok, après, à la fin. Okay. Et là, il va te dire des trucs. Ah, les prix, c'est. Il va te donner des fourchettes. C'est entre 30 et 250 balles. Ouais. Là, ouais, bon, ok. Oui, mais, okay. Tu vois, où il est là, attends, il faut faire une recherche, machin, bidule. Donc, tu vois, bon, on va voir comment va évoluer tout ça hein, sur le plan de l'IA. Et on peut imaginer qu'il y aura des connectiques plus fines par la suite. Mais bon, je crois pas trop au côté fiabilité sans connexion en dur vraiment profonde et spécifique sur des cas d'usage comme les nôtres. Tu parlais beaucoup de B2C puisque ta plateforme, elle est en réalité quand même orientée utilisateur. C'est eux qui utilisent et c'est vers eux que tu dois vraiment donner, je dirais, le maximum de valeur. C'est un sujet hyper passionnant parce que on dit souvent, même dans le monde si on reprend la casquette un peu VC, c'est que le marché du B2C, il est très complexe. Et moi, ce que j'aimais beaucoup chez vous, mais ce qui est très bien fait aussi, c'est la partie, on a parlé beaucoup de tech parce que c'est ce qui te permet de te différencier et ce sera peut-être la partie sur laquelle personne ne pourra faire comme vous. Mais il y a une partie aussi qui est très importante pour faire connaître le produit, c'est la com, c'est le marketing. Ça c'est quand même un point important parce que quand j'ai regardé votre page Insta notamment, j'ai trouvé ça hyper bien fait, hyper structuré et c'est peut-être en fait le premier vecteur, élément déclencheur qui va amener en fait du trafic sur votre site. Comment vous avez travaillé ça? Parce que ça a été peut-être aussi day one le dire, ok, bon, on crée le site, mais comment on va générer l'influence sur le site et comment en fait on va montrer que le travail qu'on fait derrière et les voyages et les expériences qu'on est capable de faire vivre aux gens, on peut le faire en donnant envie sur le smartphone à quelqu'un qui est dans le métro, qui parle, qui partage, qui renvoie à ses amis, à sa copine, un endroit. Je dis mais Gringo, tu connais? Non, je connais pas. Et ils ont l'air d'avoir des hébergements que personne n'a ou que j'ai jamais vu. Comment vous avez façonné ça?
Bah, c'est tout un travail, hein, Ouais. et qui est, il y a plusieurs phases, hein, je dirais, et donc c'est un travail de longue haleine, mais qui est un travail globalement de construire toute une machine, d'acquisition client, enfin toute une marque, toute une communauté, toute une machine technique, et je dirais que tu commences simplement au début. OK. Tu commences, bon, bah, voilà, comme je te disais, tout à l'heure, on a d'abord monté un blog, avec une petite communauté réseaux sociaux pour commencer à raconter ce qu'on était en train d'essayer de faire. Bah, tu vois, si ça prend pas, les gens, ce qu'ils C'est toi racontent, qui faisais la com un peu au début? bah, au début avec Mathieu, Ouais. donc Mathieu, alors on a toujours un peu alterné avec Mathieu, selon les besoins du moment, on va Ouais. dire. Au début, c'était un peu, enfin, c'était Mathieu et moi, OK. parce qu'au début, de toute façon, tu fais tout à plusieurs. Et après, donc, en fait, au début, ce que tu veux, c'est voir si, tiens, est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt? OK, il y a des gens qui ont de l'intérêt. Ensuite, tiens, est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt à tel point qu'ils sont prêts à acheter? OK. Et donc je dirais qu'avant notre lancement, il y a l'intérêt. Ah oui, il y a de l'intérêt. OK. Maintenant, OK, est-ce qu'il y a de l'intérêt au point d'acheter? Alors nous, c'était un peu particulier parce qu'on s'est lancé, il y a eu un confinement, enfin bref, donc c'était un peu particulier. Mais on a vu de l'intérêt très vite et on a vu que l'acquisition allait être une vraie ingénierie parce qu'on lance, on fait un buzz, sur LinkedIn, machin, on commence à avoir 2 000 utilisateurs, tous les jours et il y a personne qui réserve. OK. Et il y a personne qui alors on rafraîchissait les trucs, on était là, il y a un bug et tout, c'est le début, tu es au lancement. Mais ça dure 10 jours. Mais 10 jours, c'est long, hein. 10 jours, c'est long quand tu as lancé ton truc, tu vois un buzz et là, il se passe rien. Tu vois, genre, il y a personne qui transacte. Bon, en même temps, on avait 50 logements. Il y avait pas grand-chose. Et en fait, mais ce qu'on a compris là, c'est que, ah oui, les gens, ils ont entendu parler de toi, mais ils passent pas à l'action tout de suite. Ah oui, et par contre, le week-end après, donc au bout de 10 jours, et là, on commence à voir les réservations. OK. Donc déjà, on voit qu'il y a, tu vois, qu'il va y avoir toute une ingénierie à faire. Et après, bon, on met en place cette d'action et je dirais que voilà, bon, il y a un travail vraiment autour de la marque, de la communauté, les réseaux sociaux, etc. On fait une campagne de financement participatif aussi sur Ulule. OK. On réunit 33 000 €, je crois, en pré-vente, bons cadeaux et autres. Donc ça, c'était pas mal. Et on fait aussi un peu de SEO. Enfin, on commence, Ouais. tu vois, on commence à mettre des choses à la fois brand et à la fois perf, voilà, en jargon de marketing digital. Ouais, on voit que globalement ça prend, qu'il y a des OK. bookings, qu'il y a du volume d'affaires qui commence à monter. On se dit bon, OK, là il y a quelque chose et donc maintenant prochaine phase. Et puis à chaque phase, Ouais, c'est tu toujours pareil, tu développes et tu montes en construis puissance, là-dessus. les curseurs Ouais. sont un certain nombre d'aspects. Ce qui a marché à la phase d'avant ne marchera pas forcément à la phase d'après. Pourra marcher, mais voilà. Et donc je pense que après la clé, c'est que tu identifies à chaque phase ce qui va marcher enfin, ce qui a marché dans cette phase et ce qui marchera probablement dans la phase d'après et ce qui marchera plus ou ce qu'il faudra mettre en OK. place. D'accord. On est bientôt à la fin de l'épisode, déjà, parce que ça fait un peu plus, bientôt 1 heure qu'on parle, mais avant ça, j'ai quand même 2 questions qui sont un petit peu importantes. La première, c'est au-delà de ça, là, dans 5 ans, toi, c'est quoi ton rêve avec Gringo? Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième, je te la pose juste après celle-là. Hem Tu réfléchis déjà à cette question? C'est une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre, OK. parce qu'il y a plusieurs réponses possibles selon le prisme qu'on met. Je dirais que pour répondre je vais t'en donner plusieurs. Donc, OK. j'ai plusieurs rêves en fait. En tant qu'entrepreneur, mon rêve c'est vraiment de faire le leader du voyage bas carbone, en Europe, sous 5 ans et on va le faire. Deuxièmement, si je suis en tant qu'humain, je dirais, mon rêve, c'est de démontrer qu'un modèle, différent est possible. Qu'on peut être entreprise à mission, qu'on peut être impact first. Et voilà. Premièrement, on pense à l'impact, on pense au truc et on arrive à démontrer qu'on peut arriver à avoir, un service des clients, un business model, etc. Ça, c'est mon rêve un peu plus philosophique. Et donc, de dire voilà, c'est possible et en fait, on va pouvoir faire cette transition parce qu'il n'y a pas besoin de se dire OK. c'est pas possible et il faut choisir et non. En fait, en réalité, on va le faire. Et troisièmement, je dirais que ça, c'est plus si je suis dans la philosophie, c'est, comme je te le disais au début, c'est de rendre les gens heureux. C'est de rendre les gens heureux et on le voit, on a toute cette communauté d'hébergeurs, de voyageurs, des gens qui se réunissent autour des mêmes valeurs et au-delà du CO2 dont on se parlait, hein, il y a ce côté, on connecte des humains Des ensemble humains ensemble. qui prennent tous du plaisir et du bonheur et ça, je dirais que mon rêve, c'est d'avoir rendu un maximum de gens heureux. Je sais pas si ça Heureux. sera des Ouais. dizaines, centaines de milliers, millions, j'en Des sais millions? rien. On te souhaite des millions. Millions de gens heureux, voilà, ça serait un de mes rêves et je le vois déjà et on a déjà envoyé des dizaines de milliers d'enfants en vacances, tu vois? Et moi, je le vois avec mes enfants et le bonheur que ça peut créer, les souvenirs, enfin, tu vois, c'est quelque chose c'est ça que j'aime dans OK. notre secteur et c'est ce côté, rêve, souvenir, plaisir,
on peut amener chez les gens. Bah, écoute, on va bientôt être vraiment à la fin. Je dirais la dernière question, comme je le fais tout le temps dans l'ensemble de mes interviews. Je vais peut-être te laisser 1 minute pour parler d'un sujet qui te plaît, que tu as à cœur, soit personnel, soit que tu as envie de communiquer et que tu trouves important. Tu as parlé beaucoup de choses, d'émotions, de partage. Peut-être que ce sera dans la continuité, mais si tu avais un dernier mot, Guillaume, à donner à nos auditeurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Ah, c'est une question pas facile, hein. C'est une question vachement difficile, donc je vais sortir un truc vraiment très random certainement. Mais écoute, ce qui me vient là comme ça, c'est que, qui qu'on soit, quoi qu'on fasse, je pense qu'il faut vraiment suivre ses instincts, détermination. Il y aura beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières, mais il faut vraiment savoir d'où on vient, croire en qui on est, de quoi on est capable et je pense qu'après on est capable de tout renverser, de surmonter toutes les difficultés et cetera c'est un sujet dont on parle peu, la santé mentale, l'entrepreneuriat et cetera. C'est très, très difficile et moi j'ai envie de donner un message c'est difficile pour tout le monde, mais il faut savoir pourquoi on le fait, d'où on vient et en fait ça va le faire, juste faut y croire, 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 faut y croire. Et je pense que c'est applicable à l'entrepreneuriat, mais aussi de manière plus générale, quels que soient nos projets de vie, nos rêves de vie. Faut y croire et rester déterminé là-dedans et on y arrivera à la fin. Super, merci beaucoup Guillaume pour ces derniers mots. On a été hyper bon dans cet épisode parce qu'à un moment donné, on a été coupé et on a plutôt bien essayé de rebondir, on l'a plutôt bien fait. Et surtout, je te remercie parce que je sais qu'en ce moment, tu es hyper chargé sur ton temps. Tu as aussi des interviews à donner un peu partout Il y a pas de problème, en ce moment. t'inquiète Mais en pas. tout cas, merci beaucoup Guillaume d'avoir accepté mon invitation. Merci Pierre.